Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'Afrique du Sud accueille ce week-end un G20 historique mais sous tension. Boycotté par les États-Unis de Donald Trump, Pretoria a tenu bon et imposé sa voix au nom du Sud global. Une première sur le continent africain et un bras de fer diplomatique inédit. Nous parlerons de la COP30 où un accord à minima sur les énergies fossiles a été signé. Une trentaine de pays tapent du poing sur la table pour exiger une feuille de route claire. Au cœur de cette bataille climatique, la question du financement et pour la première fois le fonds pour les pertes et dommages entre en action. Le Sénégalais Ibrahima Chernyong est notre invité. Innover localement, impacter globalement. C'est ce mot d'ordre que s'est achevée la 7e édition du Transform Africa Summit à Conakry. L'Afrique numérique accélère et en première ligne, l'Alliance Smart Africa et son directeur général, Lassina Koné, artisan d'une révolution digitale à l'échelle du continent, est aussi l'invité du Journal de l'Afrique. On ouvre ce journal par un sommet du G20, pas comme les autres. Pour la première fois, il se tient en Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante du groupe. Mais cette première historique a été marquée par un boycott frontal des États-Unis, avec en toile de fond des tensions croissantes entre Washington et Pretoria. Malgré les pressions, le président Cyril Ramaphosa est resté droit dans ses bottes, soutenu par les pays du Sud et plusieurs Européens. Une bataille d'influence sur fond de solidarité globale et de fractures diplomatiques. Caroline Dumais. C'est un G20 pas tout à fait comme les autres. D'abord parce que la première puissance économique mondiale est absente et aussi parce que habituellement on a une déclaration commune en fin de sommet et là on a eu la déclaration adoptée juste après le discours d'ouverture de Cyril Ramaphosa. Déclaration adoptée par consensus contre l'avis de Washington. C'est un succès diplomatique pour Cyril Ramaphosa, mais comme nous l'explique son porte-parole, les pays membres du G20 ne pouvaient pas soutenir Washington. Le succès du G20, ce n'est pas seulement le succès du pays hôte, c'est pour le bénéfice des pays membres, de leurs citoyens. L'argument des Américains est difficile à faire accepter. Ils demandaient à tous d'abandonner leurs responsabilités parce qu'ils ont un problème bilatéral avec l'Afrique du Sud. Ça ne pouvait pas marcher et je crois que tous les pays ont bien compris qu'il y avait un problème diplomatique entre les États-Unis et nous, mais cela ne pouvait en aucun cas mettre en péril le travail du G20. Le texte reflète les travaux et les priorités de la présidence sud-africaine. D'abord, la lutte contre le changement climatique et un appel à tripler les énergies renouvelables d'ici 2030. Deuxième priorité, l'allègement de la dette pour les pays les plus pauvres. Troisième priorité, une aide pour la transition énergétique des pays en développement. Et enfin, une meilleure gestion des terres rares. Sur cette question des minerais stratégiques, il y aura d'ailleurs demain une plénière. Demain, c'est le dernier jour, cérémonie de clôture prévue en mi-journée. Allez, direction Belém au Brésil, où la COP30 s'est achevée avec la signature d'un accord à minima. Mais un signal fort est venu de ce sommet, c'est le fonds pour les pertes et dommages qui rentre dans sa phase opérationnelle, avec à sa tête le Sénégalais Ibrahima Chernyong. À la manœuvre, un fonds qui promet de transformer les promesses en action, notamment pour les pays les plus vulnérables. Il est notre invité, Monsieur Nyong. Merci et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Nous avions eu le plaisir de vous recevoir lorsque vous avez été nommé. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru par le fonds depuis un an ? Mais c'est là quand même fait 3 décennies qu'on parle de ce fonds. Je pense que ça a suscité énormément d'espoir. Et le fait que ce fonds a vu le jour, à mon avis, c'est le résultat de plusieurs années de négociations et de discussions. Aujourd'hui, je me réjouis qu'après quand même 3 ans d'organisation et de gouvernance, on est maintenant arrivé là où on devait être, d'ailleurs depuis le départ, c'est d'être disponible et d'être pertinent pour les pays en voie de développement. Et c'est la raison pour laquelle à la COP30, c'était extrêmement important pour nous d'y arriver avec des choses concrètes. Et on a lancé le premier appel à proposition qui nous permettrait maintenant de pouvoir financer
des initiatives qui viennent des pays en voie de développement, particulièrement les pays les plus vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que maintenant le fonds est opérationnel. Alors opérationnel, mais l'une des critiques les plus récurrentes, c'est que ce fonds n'est pas suffisamment doté. Où en sont les ressources? Il est clair que les besoins sont sur les milliards de dollars. On n'en est pas encore là, mais par contre, c'est important quand même de reconnaître deux choses. La première chose, depuis que le fonds a été lancé, les contributions volontaires ont quand même augmenté. On est actuellement à 800 millions de dollars et c'est ça qui nous a permis de pouvoir s'engager à accompagner les pays. En même temps aussi, on s'est lancé dans une opération de mobilisation des ressources qui nous permettrait en 2027 d'arriver sur les milliards que nous souhaitons. Je pense que c'est important de reconnaître que la solidarité globale mondiale a fait de sorte qu'aujourd'hui, les pays commencent à contribuer à ce fonds. Et c'est d'ailleurs à la COP30, on a eu de nouveaux annonces de certains pays. Oui. Nous allons continuer ces contributions volontaires en attendant de mobiliser les ressources à long terme. Alors, vous venez de lancer officiellement l'appel à projet à la COP30. Quelles sont les priorités et les secteurs ciblés? Alors, ce qu'on a lancé, c'est 250 millions de dollars et principalement des subventions aux pays. Reconnaissant effectivement qu'aujourd'hui, c'est important qu'on commence par des subventions. Ce sera des soutiens à hauteur de 5 à 20 millions de dollars par initiative et ça va être de l'accès direct aux pays, ce qui est important pour les pays en voie de développement. Alors, le plus important, c'est qu'on a quand même pris l'option de décaisser en 2026. Donc, on n'est pas dans un horizon de 3 à 4 ans. Mais l'année prochaine, on verra effectivement les premiers décaissements du fonds qui iront directement aux pays les plus vulnérables. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est que réclamer les pays en voie de développement. Alors, ce sera pour l'année prochaine. Pour l'Afrique, concrètement, que représente ce lancement? Alors, il y a deux volets importants dans ce lancement. C'est donc les conditions météorologiques extrêmes qui touchent l'Afrique, sont les inondations, c'est les sécheresses. Il y a aussi l'avancée de la mer, qui est quand même pertinent pour beaucoup de pays, et ce sont les deux secteurs sur lesquels on va se focaliser. Je suis pertinent que les pays africains vont s'organiser pour pouvoir nous envoyer des requêtes de financement. Pour l'instant, on est à l'organisation. Donc, chaque pays doit avoir un point focal, et cette personne-là a la responsabilité de coordonner au niveau national et de faire émerger des priorités sur lesquelles nous pouvons donc apporter de soutien. C'est important aussi de reconnaître que nous ne sommes pas le seul fonds. On est en train de coordonner avec les autres fonds climatiques pour s'assurer qu'il y a une complémentarité pour accompagner l'Afrique et éviter des duplications. Et quels sont, pour terminer rapidement, selon vous, les grands défis à venir pour la crédibilité et l'efficacité du fonds? Alors, il fallait d'abord, dans le premier temps, qu'on s'assure que ce qu'on vient de lancer, la BLM marche. Il faut que l'argent puisse arriver là, il y a un besoin. Et c'est important qu'à l'année prochaine, à la COP31, qu'on peut quand même rendre compte, ce qu'on a lancé à la COP30 marche. Ça veut dire que c'est accessible aux pays. Ça, c'est la première priorité. La deuxième, il faut quand même s'assurer à ce qu'on puisse continuer à renforcer les capacités des pays que nous accompagnons pour qu'en plus de ce que nous apportons sur place, les pays aussi continuent à contribuer pour qu'ensemble, qu'on puisse travailler ensemble. Je pense que la dernière priorité, extrêmement important, il faut accélérer la mobilisation des ressources et nous amener vers les milliards de dollars qu'on attend de ce fonds pour qu'on puisse passer moins de temps à mobiliser les ressources et passer plus de temps à mettre en place les fonds que nous avons reçus pour que personne ne soit laissé derrière. Et c'est la raison pour laquelle je m'engage en tant que directeur exécutif à travailler avec les partenaires pour que ce fonds continue à être pertinent pour les pays les plus touchés, notamment les pays les plus vulnérables. Merci infiniment d'être venu, Monsieur Chernyong, ici au JTA de France 24. Merci beaucoup. On s'intéresse à présent à la révolution numérique africaine. La Guinée vient d'accueillir la 7e édition du Transform Africa Summit pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Un sommet stratégique pour penser l'innovation locale comme levier global. Depuis 2019, Lassina Conné pilote cette dynamique à la tête de l'Alliance Smart Africa. Sous sa direction, l'organisation a élargi son champ d'action et multiplié les projets concrets, connectivité, identité numérique, intelligence artificielle, village intelligent. Il est avec nous pour décrypter les enjeux du digital africain. Merci Lassina Conné et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, vous dirigez Smart Africa depuis 6 ans. En quoi cette édition du Transform Africa Summit a-t-elle marqué une nouvelle étape? Oui, ça a marqué une nouvelle étape parce que pour la première fois, nous venons en Afrique de l'Ouest.
Et pour la première fois, nous organisons Transform Africa Summit dans un pays francophone en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est vraiment historique. Et nous avons brisé par là tous nos records avec 7000 participants, presque 600 CEO et les entrepreneurs, on n'en parle pas. Alors, pourquoi vous insistez autant, on l'a vu dans toute la communication sur ce African Summit, sur le rôle de l'innovation locale pour un impact global? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous voulons dire par là qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'intelligence artificielle va jouer un grand rôle dans l'inclusion sur le continent africain. Parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière avec les autres nations, malheureusement, parce que nous n'avons pas commencé, nous n'avons pas eu le même point de départ. Alors, avec les use cases qui sont les cas d'usage à l'africaine, exactement comme le mobile money, alors ce sont ces use cases ou les cas d'usage qui vont nous permettre de faire le saut, comme on appelle le leapfrog, ou alors le saut de grenouille. Raison pour laquelle innover localement pour impacter globalement. Dans quelques années, vous allez voir que les pays africains, surtout nos startups, nous allons développer des use cases, les cas d'usage qui sont complètement différents de l'Occident et cela va nous propulser pour prendre notre place naturelle dans le conseil des pays émergents en intelligence artificielle plus particulièrement et en transformation numérique en général. Alors restons sur l'intelligence artificielle qui a été au cœur des débats à Conakry. Quel rôle peut jouer concrètement l'Afrique ? Le rôle, quand on regarde aujourd'hui, l'intelligence artificielle se pose sur des fondements qui sont notamment les data centers, c'est l'infrastructure, ça se pose sur les talents, la gouvernance, le marché et les investissements. Et quand on regarde aujourd'hui avec la population, quand on regarde historiquement, de 1980 à la fin de la 3e révolution industrielle et le début de la 4e révolution industrielle, l'Afrique a eu un gain de 1,50 milliard, car dans les années 80, on n'était que 480 millions. Alors, ça veut dire que nous avons du talent. Alors, nous devons nous mettre au travail pour former ces talents, parce que l'intelligence artificielle, quand on dit, ça a besoin de talent. Aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui est toujours représentée comme l'Afrique est le continent le plus jeune, avec moins de 25 ans, 60 à 65% de la population du continent. Donc ça, c'est un atout. Deuxièmement, l'intelligence artificielle, aucun pays ne pourra le faire seul. Alors, ça va obliger nos gouvernements à travailler ensemble en divisant l'Afrique dans des clusters pour pouvoir avoir l'accès à la puissance informatique dont tout le monde rêve. Mais ce qui est important à savoir ici, l'Afrique ne cherche pas l'intelligence artificielle la plus puissante. On cherche l'intelligence artificielle la plus utile. La plus épulée, peut-être la plus efficace. Le principal frein que vous soulignez, c'est l'absence de cadre réglementaire harmonisé. Où en est-on sur ce chantier? Aujourd'hui, quand on regarde sur le continent, Smart Africa, aujourd'hui 42 pays, on a à peu près 19 pays qui ont déjà mis en place la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Alors, c'est le rôle de Smart Africa maintenant de harmoniser ces lois de telle sorte que les pays voisins puissent se partager l'infrastructure de computing power, comme on dit, la puissance informatique. Donc, l'harmonisation des lois est très, très importante dans le cadre de l'intelligence artificielle, car on ne peut pas avoir plus de 50 pays et plus de 50 data centers qui font de l'IA. Alors, ça n'a pas de sens. Pour être plus efficace, unissons-nous et travaillons ensemble seulement l'harmonisation. Établissons les règles du jeu, qui est la gouvernance des données, en plus l'harmonisation de ces données. Est-ce que vous avez avancé sur ce sujet à Conakry, justement? Absolument, oui. Pour cela, Conakry, nous avons eu le Conseil africain, nous avons eu le Conseil d'administration de Smart Africa qui a lancé pour la première fois le Conseil africain de l'intelligence artificielle qui est composé de 15 membres, 7 ministres venant de 5 différentes régions et 8 candidats, 8 membres du Conseil africain de l'intelligence artificielle de société civile, académie, l'industrie et les philanthropes, ainsi de suite. Donc, nous sommes déjà au travail et sous ces membres, nous avons les thématiques qui adressent la puissance informatique, le talent, les data, la gouvernance, ainsi de suite. Oui. Merci beaucoup. Merci, Lassina
Koné de Smart Africa, merci d'être venu dans ce journal de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Johannesburg à Conakry en passant par Belém. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.